Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va poursuivre la série des protocoles de communication série et toujours dans le protocole I2C, on va voir le protocole ainsi que la structure d'une trame I2C. Donc, comme nous avons déjà vu dans la première vidéo, le protocole I2C définit la succession des états logiques possibles sur les deux lignes SDA et SCL. La ligne de données et la ligne d'horloge. Puisque ce protocole est un protocole synchrone, ça veut dire on aura besoin forcément d'une ligne d'horloge afin de transmettre les informations sur la ligne de données. Donc on va voir aussi la façon dont doivent réagir les périphériques connectés sur la ligne en cas de conflit, ou ce qu'on appelle les collisions. Donc pour prendre le contrôle du bus, il faut que celui-ci soit au repos. Et on sait que le repos du protocole I2C est le suivant. Il faut que la ligne STA soit à l'état logique 1, ainsi que la ligne d'horloge soit à l'état logique 1. Donc toujours les communications sont initiées par le maître qui génère le signal d'horloge. Donc le maître, c'est celui qui initie toutes les communications. Donc l'esclave a son rôle, reçoit le signal d'horloge et répond aux requêtes du maître. Donc ça, c'est l'esclave. Ça, c'est le maître. Donc comme j'ai dit, l'esclave, il reçoit l'horloge du maître et répond aux requêtes de celui-ci. S'il est adressé, il va répondre, sinon il va ignorer le message. Donc, pour commencer la transmission des données sur le bus, il faut donc surveiller deux conditions particulières. Donc, ces deux conditions sont respectivement la condition de départ et la condition d'arrêt. Donc, c'est quoi la condition de départ? Donc, la condition de départ est la suivante. Il faut que la ligne de données passe de 1 à 0, alors que la ligne d'horloge est à l'état 1. Donc, le chronogramme est le suivant. Donc, on va mettre STA et SCL. Donc, comme j'ai dit, il faut que la ligne d'horloge soit à l'état 1 et on doit avoir une transition de l'état 1 à l'état 0 sur la ligne de données. Donc ça, c'est la condition de départ, ou ce qu'on appelle start condition. Donc la deuxième condition particulière est la condition d'arrêt. Donc c'est exactement le contraire de la condition de départ. Ça veut dire on doit avoir une transition de 0 à 1 tant que la ligne d'horloge soit à l'état 1. Donc le chronogramme est le suivant. Donc on a toujours une ligne d'horloge à l'état 1. Donc ça c'est 1 pour l'horloge, ça c'est 1. Et on doit avoir un passage de 0 à 1 sur la ligne SDA de données. Donc la deuxième condition, c'est la condition d'arrêt et celle-ci. Donc, maintenant, après avoir vu les deux conditions de départ et d'arrêt, on va voir ensemble comment transmettre les informations ou comment les informations transitent sur la ligne de données et la ligne d'horloge, bien sûr. Donc, et pour ce faire, on a 4 trames particulières à maîtriser ou à comprendre. Donc, pour transmettre une information sur une ligne I2C, on doit tout d'abord maîtriser comment transmettre un octet de manière générale. Donc cet octet, il peut être soit une donnée, soit une adresse. Et juste après, on va voir comment écrire
une donnée ainsi que comment lire une donnée. Donc pour maîtriser le protocole I2C et afin de développer des codes sous un microcontrôleur ou sous n'importe quel système électronique qui supporte le protocole I2C, on doit maîtriser les deux conditions de transmission qui sont les conditions de départ et les conditions d'arrêt, plutôt la condition d'arrêt. Et également, on doit maîtriser le principe de transmission d'un octet. Cet octet, il peut être soit une donnée, que ce soit à transmettre, ça veut dire l'écriture, ou à lire, à recevoir, ou une adresse pour adresser un périphérique. Comme nous avons déjà expliqué, le protocole I2C est un protocole multimètre et multi-nœuds. Donc ça veut dire qu'on peut connecter sur le même bus plusieurs nœuds. On peut par exemple utiliser premier esclave, deuxième esclave, jusqu'à le nème esclave. Théoriquement, on peut connecter n'importe quel nombre de nœuds ou d'esclaves. Ça, c'est pour S1, S2, jusqu'à Sn. Donc maintenant, on commence le protocole par le principe de transmission d'un octet. Donc, on va essayer de construire une trame I2C et voir le principe de transmission d'un octet. Donc, et pour ce faire, je vais essayer de dessiner les deux chronogrammes. Ça veut dire les formats électriques sur la ligne de données SDA, ainsi que les niveaux électriques sur la ligne d'horloge SCL. Donc, après avoir imposé la condition de départ qui est une transition de l'état haut vers l'état bas, tandis que l'horloge est à l'état 1. J'ai oublié de mettre, ça c'est le 0, ça c'est le 1, ça c'est le 0, et ça c'est le 1. Donc après avoir imposé la condition de départ, donc qui est cette transition descendante tant que la ligne SCL est à l'état 1, le maître applique sur la ligne SDA le bit de poids fort qui est le D7. Donc toujours dans la transmission I2C, on commence la transmission par le bit de poids fort qui est D7. Ça, c'est D7. Donc, le maître valide ensuite la donnée en appliquant pendant un instant donné un niveau 1 sur la ligne SCL. Ça veut dire, donc il va appliquer un 1 sur la ligne SCL pour valider la donnée transmise sur la ligne SDA. Donc, lorsque la ligne SCL revient à 0, il recommence l'opération jusqu'à ce que l'octet complet soit transmis. Ça veut dire il va retransmettre le deuxième bit D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0. Donc, je dessine rapidement l'octet à transmettre. Et respectivement, on a D6, D5, D4, D3, D2, D1 et D0. Donc ça, c'est l'octet à transmettre. Donc pour activer chaque bit, on doit imposer un état haut sur la ligne d'horloge. Donc ça, c'est pour la validation du deuxième bit, validation du troisième bit, validation du quatrième bit, cinquième, sixième, septième et le huitième bit. Donc l'esclave, après, doit alors imposer un niveau 0 pour signaler au maître que la transmission s'est effectuée correctement. Donc on appelle ce bit, c'est le bit d'acquittement ou l'accusé de réception. C'est juste pour confirmer le bon
la bonne réception des informations. Donc, il impose un état 0 sur la ligne. Donc, juste après, cette transmission s'est bien terminée, on doit imposer la condition d'arrêt. Et comme j'ai déjà expliqué que la condition d'arrêt, c'est exactement le contraire de la condition de départ. Ça veut dire, il faut que, donc on va tout d'abord valider le bit d'acquittement, et juste après, je vais remettre le signal d'horloge à 1, et il faut que sur la ligne de données, on doit avoir une transition de 0 à 1. Donc, transition de 0 à 1, tant que le SCL est à l'état 1 pour appliquer ou imposer la condition d'arrêt. Donc, on a construit les deux chronogrammes de transmission d'une trame I2C sur la ligne de données et le format de la ligne d'horloge. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on a une condition de départ. Donc ça, c'est la condition de départ. Donc, c'est la transition descendante. Et bien sûr, on a une transition ou une condition plutôt d'arrêt. Donc, c'est celle-ci. Et bien sûr, on a 7 bits ou plutôt 8 bits de données allant de D0 jusqu'à D7. Et bien sûr, on a la condition ou le bit d'acquittement. Donc, qui est le bit 0 qui est imposé par l'esclave. Et je pense que j'ai commis une erreur. Donc ici, il n'y a pas de retour à l'état haut. Donc juste après l'acquittement qui est le ACK, donc on trouve directement la condition d'arrêt. Donc vous ignorez cette transition-là. Donc juste après l'acquittement, on passe directement vers la condition d'arrêt. Bien sûr, si on veut transmettre un seul octet. Donc après, on peut construire le format global d'une trame I2C qui est le suivant. Donc, start condition, data, données, acquittement et condition d'arrêt. Donc ça, c'est le format ou le principe général de transmission d'une information sur le protocole I2C. Donc pour transmettre plusieurs données, ou pour transmettre une adresse, ou pour lire une information sur un esclave ou sur un périphérique connecté sur le bus, il suffit de comprendre le principe de transmettre d'un octet. Et cet octet, il peut être soit l'adresse de l'esclave adressée, soit la donnée à écrire sur un esclave, ou bien la donnée à lire à partir d'un esclave. Donc ça, c'est le principe général. Donc après avoir maîtrisé le principe de transmettre d'un octet complet, on va passer directement vers le principe de transmission d'une adresse. Maintenant, on va voir ensemble le principe de transmission d'une adresse sur le bus I2C. Donc, la configuration matérielle d'un bus I2C est la suivante. Donc, chaque communication est composée généralement d'un mètre, deux fils, un pour le signal data et le deuxième pour le signal horloge, des résistances pour imposer l'état de repos, ce qu'on appelle résistance de pull-up, liée directement au potentiel plus 5 volts ou plus 3,3 volts en fonction de la logique électrique adoptée. Et on a bien sûr plusieurs nœuds qui s'appellent les esclaves, qui peuvent être soit des microcontrôleurs,
soit des capteurs, soit de n'importe quel circuit électronique. Donc chaque esclave, S1, S2, S3 jusqu'à Sn, donc chaque esclave est relié avec le bus I2C à travers les deux lignes SDA et SCL. Donc, le nombre de composants qu'il est possible de connecter sur le bus I2C étant largement supérieur, il est nécessaire donc de définir pour chacun une adresse. Par exemple, pour l'esclave S1, on va spécifier l'adresse AD1. Pour S2, on a l'adresse AD2. Pour 3, AD3 jusqu'à ADN. Le standard I2C fixe la taille d'une adresse d'un circuit donné en 7 bits. 1, 2, 3. Ça veut dire allant de B0 jusqu'à B6. Donc 7 bits, ça veut dire qu'on peut adresser au maximum sur le standard I2C 2 à la puissance 7 périphériques, circuits ou device. Ça veut dire l'équivalent de 127 périphériques. Donc cette adresse, elle est transmise sous la forme de transmission d'un octet au format particulier. Ça veut dire que dans le champ de données qu'on a vu précédemment, on va le remplacer par 7 bits d'adresse et bien sûr on va ajouter le 8e bit particulier qui est le bit de lecture, écriture ou ce qu'on appelle le RW bar bit. Donc on peut construire le format suivant. On a une condition de départ suivie de 7 bits d'adresse de B0 jusqu'à B6. Donc suivi juste après par le bit particulier qui est le RW bar. Donc c'est juste pour indiquer à l'esclave adressé que le maître veut soit lire une information, soit écrire une information sur le composant. Et juste après, on a le bit d'acquittement qui est imposé par l'esclave. Et bien sûr, juste après, on trouve la condition d'arrêt, stop. Donc, précédemment, ça c'est le principe général. Donc, la donnée dans cette partie est l'équivalent de l'adresse, 7 bits d'adresse plus le bit de lecture-écriture. Donc ça, c'est la donnée. Et maintenant, on a pu construire ou voir ensemble le principe de transmission d'une adresse sur le protocole ou sur le standard I2C par un mètre. Passons maintenant à la troisième partie qui est l'écriture d'une information ou l'écriture d'une donnée sur le bus I2C. Généralement, l'écriture d'une donnée par le maître sur un esclave ne pose pas de problème particulier. Et pour comprendre le principe d'écriture, on va prendre l'exemple suivant. On suppose que le maître M veut écrire sur l'esclave S3 la donnée par exemple. La donnée, par exemple, on va prendre 8. Donc 8 en décimale. Donc le principe est le suivant. Donc on doit tout d'abord imposer la condition de départ qui est imposée par le maître. Juste après, on doit adresser l'esclave voulu, ça veut dire écrire sur le bus l'adresse de l'esclave. Et pour S3, on a l'adresse AD3. Et bien sûr, elle est codée sur 7 bits. On va écrire
l'adresse de l'esclave 3, c'est AD3. Donc juste après, ça vient le bit particulier. Ça veut dire le RW bar. Donc ce bit signifie que si on veut lire une information, on doit mettre un 1. Si on veut écrire une information, on doit mettre un 0. Ça veut dire RW bar égale 1, c'est mode lecture. RW bar égale 0, c'est mode écriture. Donc puisqu'on veut écrire la donnée 8 par le maître sur l'esclave 3, on doit préciser l'opération écriture. Et l'opération écriture, c'est l'équivalent de l'application du niveau 0. Donc on va mettre W. Ça veut dire un 0. Donc juste après l'application de l'adresse et l'opération, l'esclave, il va répondre par un bit d'acquittement qui est le ACK. Donc juste après, l'utilisateur a le droit d'écrire sur la ligne la donnée voulue. Donc pour écrire la donnée, donc il suffit de respecter le principe de transmission d'un octet. Si on veut écrire un 8, le 8 en binaire est donné par. C'est 4 0, 1, 3 0. Par exemple, je vais écrire la donnée en binaire. C'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ça, c'est l'équivalent de 8 en binaire. Donc, juste après, bien sûr, l'esclave, il va valider la réception par un deuxième bit d'acquittement, qui est généralement un 0 imposé par l'esclave. Et bien sûr, à la fin, on a pu transmettre la donnée voulue. Bien sûr, le maître, il va imposer la condition d'arrêt, qui est, ça c'est l'acquittement, et ça c'est la condition d'arrêt. Et ça, c'est le format standard de l'exemple que je viens d'expliquer. Ça veut dire l'écriture de la donnée 8 par le maître M sur l'esclave S3 de l'adresse AD3. Donc, je réexplique. Donc, on commence par imposer la condition de départ, suivi par l'adresse de l'esclave voulu, qui est le S3. Ça, c'est adresse 3. Donc, bien sûr, on doit préciser le mode ou l'opération voulue. Donc, ça, c'est la position de bit RW bar. Et RW bar, c'est 1 pour lecture, 0 pour écriture. Et donc, on va mettre un 0 puisqu'on veut écrire une donnée. Donc, après, on va recevoir un bit ou une confirmation par l'esclave par un bit d'acquittement qui est 0. Donc, ce bit égale à 0 qui est imposé par l'esclave S3. Juste après, le maître a le droit de mettre sur la ligne la donnée voulue qui est le 8. 8, c'est l'équivalent de 0, B. Donc B pour indiquer que cette notation c'est en binaire. Donc ça c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 en binaire. Après avoir recevoir les informations par l'esclave, il va imposer encore une deuxième fois un bit d'acquittement qui est 0 pour confirmer la bonne réception. Et bien sûr, le maître à la fin, il va imposer la condition d'arrêt qui est le stop. Donc ça, c'est la trame d'écriture d'un octet sur le bus I2C. Donc il nous reste une seule partie qui est la lecture d'une donnée et cela représente presque le même principe à part qu'on doit changer le mode d'écriture vers la lecture. Et la lecture, c'est l'équivalent de 1. Ça veut dire on va remplacer le bit RW bar par un 1 dans le cas de lecture. Donc, pour la lecture d'une donnée sur le bus I2C, c'est pratiquement la même chose que l'écriture d'une donnée, à part que la lecture dans ce cas, par le maître, se caractérise par l'utilisation spéciale du bit ACK d'acquittement. Donc, bien sûr, après la lecture d'un octet, c'est le maître cette fois-ci qui va imposer le bit d'acquittement, puisque c'est le maître qui va recevoir les informations en mode lecture. Donc, il va mettre un 0 sur le bit acquittement s'il veut lire la donnée suivante.
Sinon, il va le mettre à 1 et juste après, il va imposer la condition d'arrêt. Donc, pour bien comprendre le principe, on va prendre deux cas. Dans le premier cas, restant toujours dans l'esclave S3, on suppose que le maître veut lire un seul octet sur l'esclave S3. Donc, le format de la trame est le suivant. Donc, bien sûr, le maître toujours initialise la transmission par la condition de départ. Donc, juste après, il doit écrire l'adresse de l'esclave voulu. Donc, dans ce cas, on veut lire un seul octet. Et vous soulignez sur un seul octet. Sur S3, donc, c'est adresse 3. Bien sûr, cette adresse, elle est codée sur 7 bits. N'oubliez pas que le standard I2C, il limite la taille d'une adresse sur 7 bits. Bien sûr, on peut trouver des périphériques ou d'autres standards qui contiennent ou qui supportent des adresses sur 10 bits, mais le cas général, c'est 7 bits. Ça veut dire 127 esclaves. Donc ça, c'est 7 bits. Donc ça, c'est l'adresse envoyée. Bien sûr, juste après, l'esclave, il confirme la réception de l'adresse par un ACK, ça veut dire un 0. Ça, c'est un bit imposé par l'esclave. Pardon. Donc, avant d'imposer le ACK, on doit mettre la condition ou le mode lecture-écriture, le RW bar. Donc, pour le RW bar, c'est ce bit-là. Je m'excuse, je me suis trompé. Donc ce bit, c'est le bit RW bar. Et puisqu'on veut lire un seul octet, ça veut dire qu'on doit mettre un 1. Ça veut dire, ça c'est RW bar, et on doit mettre un 1, et pas un 0. Donc juste après, vient le bit d'acquittement qui est imposé par l'esclave. C'est le ACK. Et cette fois, on a un 0. Donc maintenant, le maître a pu transmettre l'adresse. Donc juste après, l'esclave commence à répondre aux requêtes du maître par transmettre la donnée voulue. Et la donnée, bien sûr, c'est sur 8 bits. Donc ça, c'est la donnée. Ça, c'est la donnée, data. Donc juste après, cette fois, c'est le maître qui reçoit les informations de chez l'esclave S3. Donc c'est le maître, cette fois-ci, qui va imposer le bit d'acquittement. Donc on suppose que le maître, il veut lire un seul octet. Ça veut dire qu'il va imposer un bit d'acquittement ACK qui est un 1 et pas un 0. Et juste après, on rencontre la condition d'arrêt, stop. On suppose que l'esclave S3 est une mémoire et on veut lire par exemple une zone de mémoire, ça veut dire 4 octets. Donc 4 octets, ça veut dire qu'on a 4 informations sur 8 bits à transmettre vers le maître. Donc le maître, après avoir reçu le premier octet, donc il va mettre le ACK à 0 pour indiquer à l'esclave qu'il veut lire une deuxième information. Et tant que l'acquittement imposé par le maître est toujours à 0, ça veut dire que l'esclave, il doit s'incrémenter automatiquement par un 1, bien sûr sur l'espace d'adresse, et transmettre l'octet associé à cette incrémentation d'adresse. Sinon, le maître, il va mettre un 1, il va arrêter la transmission. Donc, je pense que j'ai terminé le principe global de transmission des informations sur le bus I2C en termes d'architecture hardware ou bien en termes des protocoles ou des formats des trames. Donc, il suffit de comprendre le principe de transmission d'un octet et on se base bien sûr sur ce principe pour soit transmettre une adresse, soit écrire une donnée ou bien lire une donnée. Donc pour la lecture d'une donnée, elle est caractérisée par une utilisation spéciale du bit d'acquittement.
Donc, si on veut lire un seul octet, le maître, il met un 1 sur le bit d'acquittement. Si on veut lire la donnée suivante, le maître, il met un 0 sur le bit d'acquittement afin d'informer l'esclave qu'il n'a pas encore terminé la lecture. Dès que le maître termine le nombre d'octets voulus, il va imposer un 1 sur le bit d'acquittement et bien sûr, juste après, il va imposer la condition d'arrêt. Donc, juste après cette vidéo, et pour renforcer ce que nous avons vu ensemble dans la première et la deuxième partie du protocole I2C, on va faire un exemple pratique qui est: je vais remplacer l'esclave S3 par un horloge temps réel et le maître M par une carte à microcontrôleur. Et je vais essayer soit d'utiliser une carte Arduino, soit une autre carte à base d'un autre microcontrôleur. Donc, je n'ai pas encore décidé. Et on va essayer de lire et d'écrire des informations sur l'esclave en respectant ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Par exemple, si on veut lire le temps sur un RTC. RTC, c'est Real Time Clock. C'est un horloge temps réel de très haute précision. Par exemple, pour lire les secondes, on va appliquer la lecture d'une donnée. Pour, par exemple, régler l'heure, bien sûr, on doit appliquer l'écriture d'une donnée. Et bien sûr, pour adresser une case mémoire spécifique, on va utiliser la transmission d'une adresse. Et toutes ces trois parties sont basées sur le principe général de transmission d'un octet. J'espère que vous avez bien apprécié cette explication. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter ou juste poser des commentaires. Et on se verra dans la troisième vidéo de l'application. Merci pour votre attention.